Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur du pouvoir marocain, fin 19e siècle. Oublions un peu l'image d'Épinal, là, des cours orientales figées, on va essayer de comprendre les rouages très concrets du palais du sultan Hassan Ier. C'était un lieu de protocole, oui, mais c'était surtout un lieu de lutte d'influence, de pouvoir bien réel. Tout à fait. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre qui tirait vraiment les ficelles derrière les murs du palais. Mm. Pour faire ça, on s'appuie sur une analyse historique assez détaillée qui décortique l'organisation de la cour et le rôle central, mais qu'on sous-estime parfois, du chambellan, le hadjib. Oui, le hadjib. On va voir comment le pouvoir s'exerçait vraiment au quotidien et surtout comment un homme en particulier, le hadjib Bahamed, a pu concentrer une influence phénoménale. Allez, c'est parti, on explore les coulisses du pouvoir sultanien. C'est parti. Alors, d'abord, il y a une chose essentielle à comprendre, je crois. Le commandement n'était pas unique, il était divisé en deux sphères bien distinctes. C'est exact. Il y avait d'un côté l'intérieur strict du palais, ce qu'on appelle le Dar Sultan. Et là, le maître incontesté, c'était lui, le Hajib. Le Hajib, le chambellan. D'accord. Le hajib régnait sur l'intérieur. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait la zone juste à l'extérieur des appartements privés, mais toujours dans l'enceinte du palais, l'homme chouar. Ah oui, le mchoir. Oui, c'était la zone d'audience publique, le centre administratif, là où on traitait les affaires courantes. Et là, l'autorité, elle revenait à une autre figure, le Qaïd al-Mchouar. Le Qaïd al-Mchouar. D'accord, donc deux chefs, deux zones. Exactement. Chacun son domaine, et chacun avec ses propres équipes, ses propres assistants. Une séparation assez nette, finalement, des pouvoirs et des espaces. Et c'est dans cette structure, justement, que va se jouer une concentration de pouvoir assez incroyable, Mhm. sous Hassan I, avec la montée en puissance d'un hajib, en particulier Bahamed. L'analyse qu'on utilise dit qu'il a acquis une puissance hors norme. Oui, hors norme, c'est le terme. Qu'est-ce qui explique ça, cette ascension fulgurante? Principalement, c'est sa proximité extrême avec le sultan Hassan I. Ahmed, il a su gagner la confiance totale du souverain. Il est devenu son homme clé, indispensable au sein du Dar Sultan. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette puissance, elle ne s'est pas faite sans heurts, hein. Bien au contraire. Ah bon? Oui, ça a provoqué des tensions considérables avec d'autres pôles de pouvoir. Je pense notamment au gouvernement officiel. Voilà, on touche un point important. Cette proximité a dû créer des jalousies, des rivalités, j'imagine. Énormément. La tension était palpable, oui, avec deux personnages centraux du gouvernement. Il y avait le Sadr al-Adam qui était le grand vizir, donc le chef du gouvernement. Le Premier ministre, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et l'autre, c'était le Allaf. Allaf, lui, c'était une sorte de ministre de la guerre et de l'intendance militaire. Et le point crucial, c'est que ces deux postes étaient détenus par les frères Jamaï. Ah, la famille Jamaï. Oui, une famille très influente, établie depuis longtemps. Donc on avait clairement un conflit latent, on va dire, entre ce nouveau pouvoir personnel de Bahamed, basé sur la faveur du sultan, et le pouvoir plus institutionnel, plus ancien, des Jamaï. C'est fascinant. Et la position du sultan lui-même là-dedans, Hassan Ier. D'après l'analyse, il était un peu coincé, non? Exactement. Il appréciait Bahamed, son efficacité, il le comprenait bien, il était proche de ses besoins. Mais en même temps, il ne pouvait pas se permettre de se fâcher avec la puissante famille Jamaï. Il avait d'ailleurs des liens de parenté avec eux par alliance. Un vrai casse-tête politique au quotidien, quoi. Ah oui, un équilibre très précaire, qu'il a maintenu tant bien que mal. Mais cet équilibre, il a complètement volé en éclats dès la mort de Hassan Ier. Ah, Là, Bahamed, libéré de la nécessité de composer, il a agi. Et avec une rapidité, une brutalité assez redoutable contre ses rivaux. Le récit historique décrit comment il a fait arrêter les frères Jamaï. arrêtez! Carrément, oui. Oui, oui. Et pas n'importe comment. Ils ont été littéralement enchaînés. L'expression rapportée, c'est Makkablin Bel Hadid, enchaînés avec du fer et jetés en prison à Tétouan. Quelle fin terrible! Absolument. Ils y ont fini leur jour dans des conditions décrites comme misérables. Et l'ironie tragique, que souligne bien l'analyse, c'est ce contraste saisissant avec le palais Jamaï à Fès. Oui, ce palais magnifique. Voilà. Construit au sommet de leur puissance, c'est aujourd'hui un hôtel de luxe. Ça montre bien la grandeur passée et puis la chute brutale de cette famille. Une chute orchestrée par ce Hadjib devenu, tout puissant. Ça en dit long sur la nature impitoyable du pouvoir à cette époque. Effectivement, un rappel assez brutal de la précarité des positions, même les plus hautes. Bahamed a donc assis son autorité de manière radicale après la mort du sultan. Mais revenons à cette structure double. Qu'en est-il de l'autre pôle,
le caïd al-Mishwar, celui qui commandait la zone administrative, le Mishwar. Son rôle paraît moins spectaculaire. Moins spectaculaire peut-être, mais tout aussi essentiel au fonctionnement quotidien, hein. Ce poste de caïd al-Mishwar, c'était en quelque sorte le sas entre le monde extérieur et le cœur du pouvoir. L'analyse nous dit qu'il était souvent confié à des membres de familles de confiance. Ah d'accord. Oui, avec une sorte de transmission quasi héréditaire de la charge. L'auteur fait une analogie assez parlante, celle du barbier, le hujjam. Le barbier. Oui, dont le fils apprend le métier et prend naturellement la succession. C'était un peu pareil ici. C'était une façon d'assurer la continuité et surtout la loyauté dans ce poste clé qui contrôlait l'accès, physique et administratif, à la zone d'audience du sultan. D'accord, donc on a une structure bien définie, Bah Ahmed qui règne sur l'intérieur, le Dar Sultan, et le Caïd al-Mashwar qui gère l'interface extérieure, le Meshwar. Mais il faut bien comprendre que l'influence de Bah Ahmed, elle ne se limitait pas qu'aux intrigues politiques, n'est-ce pas? Elle s'étendait très concrètement à la gestion de la vie quotidienne autour du palais. Tout à fait, oui. Son autorité dans le Dar Sultan lui donnait un contrôle sur des aspects très, très variés. Prenez l'organisation des métiers dans les villes, par exemple. L'analyse mentionne les al-hanati, les hanati. Les Khanati, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont les corporations de métiers traditionnels. Les tanneurs, les forgerons, les tisserands, les fabricants de babouches. Chaque métier formait une corporation, une hanta. D'accord, une corporation. Et à la tête de chaque corporation, il y avait un chef, l'amine. Précisément, la mine, c'était généralement l'artisan le plus âgé, le plus respecté, le plus expérimenté de sa profession. Et son rôle était crucial. Il agissait comme une sorte de juge de paix interne, si vous voulez. Ah oui, Oui, il réglait les conflits entre les membres de la corporation, les litiges commerciaux, les questions de normes de qualité. Le but, c'était de résoudre les problèmes en interne pour éviter d'aller devant les tribunaux officiels du Makhzen, de l'État. Une forme d'autorégulation, mais très structurée. il y avait quelqu'un au-dessus? Oui, au-dessus des aminaïs de chaque ville, il y avait une figure centrale, le Al-Muhtasib. Lui, c'était le grand superviseur des marchés et des corporations. Un personnage puissant d'ailleurs. Puissant. Oui, on nous dit qu'il disposait même de sa propre force de police, les Al-Murzinia, les Marsania, pour faire respecter ses décisions et maintenir l'ordre économique. Et ses missions principales, c'était quoi? S'assurer que tout allait bien sur les marchés? Essentiellement, oui. On peut distinguer 3 grands axes. Premièrement, le contrôle de la qualité. Il fallait s'assurer que les produits vendus, la viande, les légumes, le pain, étaient sains, propres à la consommation. Logique. Deuxièmement, la vérification des poids et mesures. Très important pour lutter contre la fraude, garantir que les balances étaient justes, que les acheteurs n'étaient pas floués. D'accord, qualité et honnêteté des transactions. Voilà. Et troisièmement, une surveillance des prix. Pas pour fixer les prix de manière autoritaire, mais pour éviter les abus manifestes, les marges excessives. En somme, oui, il était le garant du bon fonctionnement et de l'équité des échanges commerciaux. Ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est le niveau de détail de cette organisation. Ce n'était pas du tout laissé au hasard. Exactement. Et c'est là que l'analyse soulève un point, je trouve, très important, qui va un peu à l'encontre de certaines idées reçues. Ah oui, lequel? Elle insiste, Guillaume, sur le fait que ce système sophistiqué, les corporations, les amanais, le Murtasib, avec ses contrôles qualité, poids, mesure, prix, tout ça, c'était en place et ça fonctionnait bien avant l'influence européenne et le protectorat français. Ça, c'est une précision capitale. Oui, ça remet vraiment en perspective le discours colonialiste qui présentait parfois le Maroc précolonial comme une société un peu désorganisée, attendant la civilisation extérieure pour apprendre à s'administrer. Là, on voit bien que non. On voit une structure administrative interne, pensée, efficace, pour réguler la vie économique et sociale bien avant l'heure. Et tout ce système, d'une manière ou d'une autre, ça remontait jusqu'à l'autorité du Hajib au palais. Indirectement, oui. Le Murtasib relevait de l'administration centrale et le Hajib contrôlait les accès et l'intendance de cette administration depuis le Dar Sultan. Mais son contrôle était encore plus direct sur d'autres aspects, absolument vitaux pour le fonctionnement de la cour. Par exemple, la logistique. Ah oui, la logistique. L'analyse consacre une partie importante à un personnage au nom assez évocateur. Moula-roi. Moula-roi. Littéralement, ça veut dire quoi? Le maître de l'écurie. C'est exactement ça. Ar-Roi, ça désigne la grande écurie, le dépôt central des moyens de transport. On dirait peut-être Al-Khouri, El-Khouri plus couramment aujourd'hui. Donc Moula Roi,
C'était le grand chef de la logistique et du transport pour le compte du sultan. Et c'était une fonction absolument stratégique. Directement sous l'autorité du Hadjib, j'imagine. Exactement. Directement sur le Hadjib. Stratégique parce que le sultan bougeait beaucoup, c'est ça? La fameuse haraka. La haraka. Tout à fait. La haraka, c'était le déplacement du sultan et de toute sa cour à travers le pays. C'était essentiel pour affirmer son autorité, collecter les impôts, rendre la justice. Et Moulay Arwa, c'était lui qui rendait ces déplacements matériellement possibles. On parle d'une logistique monumentale. Monumentale. C'est-à-dire L'analyse estime qu'il gérait entre 500 et 600 moyens de transport. 5 à 600 chevaux, mules. Oui, chevaux, mules, chameaux, ânes, tout ce qui pouvait transporter des charges ou des personnes. Mais pour transporter quoi au juste, avec autant de bêtes? Mais tout à fait. Il fallait déplacer les centaines de tentes pour loger le sultan, sa famille, les ministres, les fonctionnaires, les soldats. Il fallait transporter la nourriture pour tout ce monde. On parle parfois de milliers de personnes. Il fallait acheminer les archives, le trésor, le matériel militaire, les cadeaux diplomatiques. C'était une véritable ville nomade qui se mettait en route, quoi. Et Moulay Arwa, c'était le grand organisateur de tout ça. On imagine à peine la complexité au quotidien. Nourrir toutes ces bêtes, les soigner, entretenir le matériel, les selles, les fers. Ah, mais c'était une activité incessante, hein. Il fallait trouver et acheminer des quantités énormes de fourrage, la halef, chaque jour. Organiser le nettoyage des écuries, le ferrage des chevaux, les sfaeh, hein, la réparation des selles, sarouj, srouj, et des bas. C'était une véritable entreprise, hein, avec des ateliers dédiés au sein même du palais. Et tout ça supervisé par Moulay Arwa, qui, lui, rendait compte directement au Hadjib. Donc le Hadjib, en plus de contrôler l'accès au sultan, l'intrigue politique, il tenait aussi les rênes de cette énorme machine logistique. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un détail intéressant qui est mentionné. Au sein de ces grandes écuries, à Roua, il y avait un espace réservé, une sorte d'écurie d'élite appelée Riwaq. Riwaq, oui. C'était là que se trouvaient les chevaux personnels du sultan Hassan Ier. Souvent de magnifiques pur-sang arabes, traités avec un soin extrême. Et même ce saint des saints équestre, eh bien, il était sous la supervision ultime du Hadjib. C'est incroyable. Si on prend un peu de recul sur tout ça, l'image qui se dessine, c'est celle d'un Hadjib qui est bien plus qu'un simple gardien de la chambre, comme on pourrait le penser. Ahmed, en l'occurrence, il apparaît comme le véritable directeur des opérations du palais. C'est tout à fait ça. Il contrôle à la fois les aspects politiques, administratifs et logistiques les plus cruciaux. Exactement, il était le point de passage obligé, l'huile dans les rouages si on veut, mais aussi celui qui pouvait bloquer ou accélérer les choses selon son bon vouloir ou les intérêts qu'il défendait. Sa position à l'intérieur du Dar Sultan lui donnait un pouvoir immense sur le fonctionnement de tout l'appareil d'État qui gravitait autour du souverain. Alors, si on récapitule un peu ce qu'on a vu grâce à cette exploration des sources, on a cette structure de pouvoir assez particulière divisée entre l'intérieur du palais, le Dar Sultan, dominé par le Hadjib, Mhm. et la zone administrative extérieure, le Meuchoir, géré par le Caïd al-Meuchoir. On a surtout mesuré l'ascension et la puissance écrasante, on peut le dire, du Hadjib Bey Ahmed. Son histoire avec les frères Jamé l'illustre bien. Oui, de manière assez dramatique. Et on a vu aussi comment, au-delà de la politique pure, cette autorité du Hadjib s'étendait à des domaines très concrets. La supervision indirecte de l'organisation des métiers en ville via ce système Amin Muqtasib. Système qui me montre une administration précoloniale déjà complexe, on l'a dit. Tout à fait. Et puis, le contrôle direct de l'énorme appareil logistique dirigé par Moulay Arwa, indispensable au déplacement du sultan et de la cour. Ce qui nous laisse avec une image très nette de la concentration du pouvoir au sein de ce palais, à la fin du 19e siècle. En effet, et cela soulève une question, peut-être pour élargir un peu la réflexion. Si l'on considère cette organisation interne, très centralisée finalement, avec un pouvoir décisionnel, opérationnel énorme, concentré entre les mains d'une seule figure comme le Hadjib Ahmed, Oui. comment est-ce que cette structure a pu affecter la capacité du Maroc à négocier, à gérer les défis extérieurs, des défis qui devenaient de plus en plus pressants à cette époque? On pense notamment aux ambitions grandissantes des puissances européennes. C'est une excellente question. Autrement dit, est-ce que cette hypercentralisation autour du Hadjib était une force, parce qu'elle permettait une action rapide, cohérente, ou est-ce que c'était une fragilité?
Est-ce que ça rendait le système trop dépendant d'un seul homme et peut-être moins capable de gérer la complexité croissante des relations internationales? Très bonne question pour conclure. Comment cette mécanique interne, si bien huilée mais si concentrée, a-t-elle interagi avec les secousses qui venaient de l'extérieur? C'est une piste de réflexion passionnante et ça montre bien comment l'analyse des structures internes peut éclairer les grands enjeux historiques. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette incursion dans les coulisses du pouvoir marocain.